Bonjour Mathilde, je suis ravie de te recevoir pour cette vidéo sur les émotions et l'apport de l'équicoaching par rapport à ces émotions. Je me présente, je suis Catel Rapin, je suis coach et formatrice en communication positive. Et Mathilde, je t'invite toi à te présenter également. Merci beaucoup, Catel, pour cette invitation et voilà, je suis ravie de participer à cette discussion ensemble. Et voilà, je me présente, donc Mathilde Écluse, je suis équicoach, c'est-à-dire que je suis coach selon une approche particulière qui est facilitée par le cheval. Voilà. J'ai eu quelques années d'expérience avant en recrutement et en mise en relation. Ok, je te remercie beaucoup pour ta précision. Et justement, pour ceux qui veulent plus d'infos, on mettra sous la vidéo les liens vers nous et puis des petites récapitulatifs de ce que l'on fait. Donc aujourd'hui, on va apporter des informations sur les émotions. Alors, on va commencer par un rapide rappel sur le but des émotions déjà, parce que le but, une émotion, elle n'est pas là par hasard, elle est là pour en fait exprimer quelque chose de particulier. Et c'est un peu comme un signal sur un tableau de bord pour manifester un problème. Et derrière une émotion, il y a généralement une émotion agréable ou désagréable, il y a en fait un message. Et le but, c'est justement d'écouter ce message. Voilà. Oui, tout à fait. Et du coup, justement, il va y avoir plusieurs types d'émotions. Comment ces émotions vont être, on va connaître évidemment la joie qui va nous permettre d'avancer, avoir une facilitation de passer à l'action, généralement. C'est pour ça qu'en coaching, on va essayer d'emmener les coachés surtout dans cette émotion-là, pour nous faire avancer. On va avoir également la colère pour repousser, poser des limites et voilà, pour manifester notre désaccord, généralement. On va avoir également la tristesse qui va être là pour nous aider à lâcher, qui va être liée à la perte de quelque chose d'important pour nous. Alors, ça peut être un être cher, ça peut être je sais pas, un travail, un projet aussi, des fois. Et ça va permettre de lâcher et de passer à quelque chose d'autre pour reconstruire. On va parler aussi de la peur, qui va être une émotion qui va nous aider à reculer, généralement. Alors après, la peur, c'est souvent une émotion d'anticipation, parce que la plupart des peurs ne sont pas réelles et ne se produiront pas jamais. Mais en tout cas, c'est quand même une émotion importante à prendre en compte. Et derrière, alors ça, c'est les 4 émotions de base dès la naissance, et quel que soit n'importe où sur la Terre, toutes ces émotions sont intégrées à chaque humain. Tu voulais partager? Oui. Effectivement, ces 4 émotions-là sont universelles. En fait, on les partage tous. On peut les exprimer différemment, mais on les a tous toutes en nous. Ce sont, comme tu disais, vraiment des messages à prendre en compte parce qu'il y a une information importante pour nous derrière. Et c'est une manière, effectivement, pour nous de scanner aussi, de réagir à notre environnement, en fait, que ce soit notre environnement réel ou aussi ce qu'on projette dessus. Donc, quand tu disais qu'effectivement, on peut avoir peur, y compris quand la situation n'est pas forcément si dangereuse que ça. Et derrière ces quatre émotions de base que tu citais, elles se déclinent en fait en famille d'émotions. Voilà, il y a d'autres émotions là que tu mentionnais pas directement, mais qui en découlent, Ouais. qui peuvent être voilà, de frustration, de sentiment de vulnérabilité, de honte ou de culpabilité, enfin beaucoup d'autres émotions. La surprise, le dégoût Oui, aussi, la ouais, honte, les émotions de socialisation comme ça. Tout à fait. exactement. Donc, voilà, qui sont positives ou négatives, c'est pas forcément le bon terme, qui sont plutôt agréables ou désagréables, Agréable ou parce désagréable, que tout à quelque fait. part, elles sont toutes positives au sens où elles sont toutes constructives. Elles sont toutes là Euh, pour nous informer de quelque chose, donc elles sont importantes. Exactement. Tout un spectre très varié d'émotions. Exactement. Donc, très important à prendre en compte. OK. Du coup, maintenant, on va parler un petit peu des pièges émotionnels, justement, par rapport à ces émotions, avant d'aller vers l'équicoaching. Il va y avoir plusieurs pièges émotionnels, et un assez connu, ça va être la collection de timbres. Alors, collection de timbres, on peut aussi l'appeler cocotte minute, goutte d'eau, ou tu avais un autre terme aussi,
la bombe à retardement, C'est éventuellement. ça. C'est un petit peu, en fait, à chaque fois qu'on a une émotion, plutôt que de réagir tout de suite, eh ben, on va prendre sur soi, et puis il va arriver à 10 timbres, tu sais, un peu comme quand tu fais des trucs de repas, là, à 10 timbres, Oui. tu as le droit à l'explosion. Et puis, en fait, tu exploses de façon disproportionnée par rapport aux problèmes rencontrés à l'origine. Du coup, ça peut surprendre un peu les autres et toi-même, et du coup, tu t'en vas encore plus d'avoir réagi comme ça. Et tu vas encore plus collectionner les fois d'après, et du coup, au lieu de 10 timbres, ça va être 20. Et voilà, ce fameux effet bombe à retardement, cocotte minute. Donc, là, tout ça, l'idéal, c'est plutôt d'essayer de dire les choses au fur et à mesure, d'exprimer au fur et à mesure ce qu'on ressent pour éviter de tomber dans ce piège de la collection de timbres. Voilà, déjà pour ce piège-là. Un autre piège assez fréquent, c'est les émotions de substitution. C'est-à-dire que, par exemple, on va exprimer de la tristesse alors qu'on a de la colère ou de la peur. C'est assez fréquent d'ailleurs chez les femmes. On va exprimer de la colère à la place de la tristesse et de la peur. Ça, c'est plus fréquent chez les hommes, justement, plutôt que de montrer qu'ils sont tristes, ils vont exploser, montrer la colère. Ou alors, on va pouvoir montrer de la peur alors qu'on est triste ou en colère. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut parfois exprimer différemment. Donc, essayer de se rendre compte quelle est la vraie émotion derrière la première celle qui peut s'exprimer. Oui, Ça va être oui, intéressant d'essayer de voir ça. Après, un autre, tu voulais interagir? Je reviendrai peut-être sur les différents pièges. Ouais. Je t'en prie. Ok, je continue de... Après, on a ouais. les élastiques, les émotions type élastique, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à revivre sans arrêt une émotion, notamment quand on ne l'a pas traitée. C'est un peu comme quand on a été... certaines blessures qui vont être réactivées très facilement pour un même contexte. On va réagir pareil pour un type de contexte différent. Par exemple, quelqu'un qui, une fois, ses parents ont oublié à l'école quand il était petit, s'est senti abandonné. Et après, dès qu'il se retrouve dans une situation où quelqu'un est en retard ou un rendez-vous, quelque chose comme ça, il va pouvoir peut-être ressentir cet abandon et surréagir à sa problématique, à cet événement qui est peut-être pas si grave, mais en fait, ça lui fait revivre ce qu'il a vécu enfant. Oui. Et ça peut revenir encore plus fort. Et généralement, c'est lié à des traumatismes souvent vécus dans l'enfance. Oui, c'est comme pour faire un parallèle avec une blessure physique, si je me cogne le genou par exemple sans faire exprès, si j'ai pas de blessure existante au genou, bon ça devrait aller. Si par contre c'est déjà un lieu où j'avais une blessure et qui était en train de cicatriser, je vais avoir nettement plus mal en fait. Donc c'est quelque chose à prendre en compte en fait quand on a une émotion, c'est d'où est-ce qu'elle vient. Et ça peut être effectivement soit déjà un scénario qui est récurrent chez nous ou une blessure particulière qui fait qu'on va le ressentir de manière décuplée par rapport à quelqu'un d'autre dans la même situation. Soit ça peut être ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que tu disais avec la collection de timbres, ça peut être quelque chose qu'on a retenu pour nous, qu'on a pris sur nous en fait déjà plusieurs fois et puis qui finit par lâcher ou par exploser. On peut avoir les deux images en tête. Ou alors, comme tu disais, ça peut aussi être une émotion à la place d'une autre. Parce qu'on estime que la réaction, l'émotion d'origine n'est peut-être pas bonne, ou en tout cas on a l'image que, mettons par exemple, se mettre en colère, c'est pas bien, ouais. Ou c'est trop agressif, etc. Du coup, on va transférer ça et en faire de la tristesse ou autre chose, ou avoir peur, c'est pas bien, alors du coup ça va devenir de la colère, peut-être un certain nombre d'échanges comme ça qui se font entre deux émotions. C'est ça, tout à fait. Et écoute, je vais nous emmener encore sur un autre piège qui arrive de temps en temps, ce qui s'appelle les patates chaudes. C'est-à-dire que tu as une émotion particulière et puis hop, tu la refiles à quelqu'un d'autre et du coup, cette personne, elle prend ton émotion. Donc, tu sais, c'est le truc classique où toi, tu es super en colère, par exemple, c'est super mal passé à ton travail, tu rentres chez toi et tu vas refiler ta colère, engueuler tout le monde et en fait, tu vas refiler ta colère à tout le monde. Donc, voilà, là, l'idée, c'est d'ici d'apprendre à surtout pas faire ça. Et aussi à savoir à ne pas prendre les émotions des autres. C'est dans les deux cas. Essayer d'apprendre à ne pas récupérer la patate chaude des autres et inversement, les deux, quoi, ne pas transmettre et ne pas récupérer cette fameuse patate chaude.
Donc, mais c'est pas toujours évident. Le tout, c'était d'apprendre justement à savoir comment gérer les émotions des autres. Et justement, c'est là où on vient un petit peu sur une autre facette, c'est que justement, donc on a dit tout à l'heure, les émotions, elles sont là pour quelque chose, elles sont là pour nous transmettre un message. Et quand l'émotion est agréable, c'est plutôt un message de joie, donc tout va bien. Par contre, quand l'émotion est désagréable, une des trois principales, colère, peur ou tristesse, elle est là pour donc nous signaler un besoin non satisfait en fait. Généralement. Donc après, l'idée, ça va être d'essayer de chercher quel est ce besoin non satisfait derrière. Quand on est en colère, c'est justement, on a été heurté pour nos valeurs, par exemple, on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Donc voilà, l'idée, c'est de rechercher pourquoi on ressent cette émotion si désagréable et quel est ce fameux besoin non satisfait. Parce qu'en fait, même si on ne peut pas le satisfaire, rien que le fait d'avoir identifié quel était ce besoin, bah, ça diminue déjà l'émotion en fait. Donc, ça va être quelque chose d'important à identifier. Oui, ça peut être assez contre-intuitif d'ailleurs. C'est qu'on peut voilà, avoir effectivement une personne qui, comme tu disais, peut avoir vécu quelque chose de difficile, avoir une journée difficile, etc. Et un peu nous foncer dessus en colère et d'avoir le réflexe de se dire, ah non, mais peut-être que en fait, bon, je peux être tentée de réagir en prenant la fuite ou en contre-attaquant parce que je me sens agressée, mais si j'ai cette capacité, je trouve la force effectivement, de me dire, attends, c'est vrai qu'il y a un besoin derrière. En fait, ça se trouve, cette personne, elle a besoin de soutien. Et c'est simplement qu'elle va l'exprimer d'une manière assez maladroite parce qu'elle est blessée, en fait, à ce moment-là. Donc, c'est un point à voir. Et je fais un petit peu le lien avec le dernier piège que tu mentionnais tout à l'heure, qui est d'ailleurs un piège auquel, en coaching, on doit faire particulièrement attention. C'est que voilà, on est câblé en fait en tant qu'être humain pour pouvoir reconnaître très vite, même déjà bébé, en fait, les émotions qu'on lit sur le visage de la personne en face. Et donc bah, potentiellement assez vite aussi les ressentir. Donc pouvoir faire la différence entre qu'est-ce qui est de l'ordre de mon émotion et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'émotion de l'autre que je capte et que par miroir, en fait, potentiellement, je m'approprie. C'est important et ça aide aussi à se rappeler que, bah, voilà, en fait, l'autre est en train de ressentir une émotion. Je l'aperçois parce que je lis, même sans me rendre compte, en fait, ce que son visage, voilà, sa gestuelle aussi, c'est tout le corps. Hein. Et de me dire, bon, quel est le besoin qui est derrière, quoi, avant de me laisser complètement happer moi-même par cette émotion-là. C'est ça. Tout à fait. Donc, voilà. Et justement, par rapport à ça, je vais faire aussi un autre parallèle, c'est par rapport à notre échelle de disponibilité. Parce que selon les jours, on va être plus ou moins disponible à supporter certaines choses. Je donne l'exemple assez classique par exemple, un enfant qui a un jeu assez bruyant. Quand tu es super en forme et tout ça, et que l'enfant, je sais pas, fait de la trompette, un truc comme ça, peut-être on va aller danser et jouer avec lui parce qu'on est super disponible. Et il y a des jours où on est super crevé, où finalement, il va faire sa trompette, il va dire ah, mais ça suffit, laisse-moi tranquille, voilà, choses comme ça. Et voilà, on va avoir une échelle de disponibilité propre qui va être très différente. Et avant de pouvoir aller apporter du soutien à l'autre, généralement, il faut d'abord s'assurer que nous, on est capable de pouvoir être disponible pour l'autre, ou sinon se prendre soin d'abord de soi. Tu vois, je vais te faire un parallèle un petit peu avec, tu sais, comme dans les avions, avec les masques à oxygène, où pour pouvoir aller aider les autres, on va d'abord se mettre le masque à soi. Avant, je ne comprenais pas pourquoi, mais effectivement, avant de pouvoir aller aider les autres, il faut d'abord s'être apporté du soutien à soi. Donc voilà, cette échelle de disponibilité va être super importante à prendre en compte. Si on est super en colère soi-même, on ne va pas pouvoir aider quelqu'un qui va être en colère lui-même en général. Le mieux, c'est de s'écarter dans ces cas-là. Oui, c'est quelque part, écouter soi-même. Ouais. Tout à fait. Je partage complètement aussi cette observation-là et finalement, on ne peut donner que ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter du soutien et de la sérénité si on a nous-mêmes besoin de soutien et qu'on n'est pas du tout serein. Ça paraît évident, mais quand on est dans le feu de l'action, on a tendance à l'oublier. Donc, c'est toujours bien de se être rappeler. capable de dire, écoute, je ne suis pas en état de recevoir ta colère, ta tristesse, ou voilà, être capable de refuser ça, en fait. C'est pas toujours évident, mais voilà. Après, on va arriver à une autre étape importante qui va être l'écoute active.
un principe inventé par Carl Rogers et qui a été repris par Marshall Rosenberg avec la communication non violente. Donc ça va être très important. Et l'écoute active, c'est pas évident en fait, parce que l'idée c'est vraiment écouter sans théoriquement donner de conseils ou autre, éventuellement reformuler, mais c'est assez difficile en fait. Ça paraît simple, mais c'est très difficile de ne pas intervenir quand l'autre arrive. Et c'est pareil, il ne faut pas non plus l'accabler de questions, éventuellement de temps en temps pour l'aider à sortir encore un petit peu plus ce qui se passe, mais sans, je sais pas, voilà, savoir réussir à doser, c'est pas si simple en fait. Tu vois, il y a on va dire, tu vois, de laisser vider son sac. Et Marshall Rosenberg, il allait dire aussi laisser pisser le chacal. Parce que, alors pour ceux qui ne connaissent pas en communication non violente, Marshall Rosenberg avait symbolisé la girafe comme étant la personne capable, ou la partie de soi-même capable de bienveillance, capable d'être à l'écoute des autres, alors qu'elle avait symbolisé le chacal comme la partie de nous ou autrui qui va être plutôt dans les jugements et qui va avoir tout ce qui est négatif et autres, pour faire un petit... Quelque part, ça rejoint ce qu'on appelle l'assertivité. Ouais. C'est-à-dire que c'est le côté qu'on pourrait aussi appeler ni paillasson ni hérisson. C'est-à-dire voilà, pouvoir se respecter autrui en se respectant soi-même. Et ça rejoint d'ailleurs le point précédent, c'est que si moi-même je ne m'apporte pas mon propre oxygène, comment est-ce que je peux en apporter aux autres? Donc effectivement, ça demande de s'être déjà longuement écouté soi-même avant de réussir à écouter autrui posément et sans être tout de suite dans le jugement ou dans le raccourci en fait, parce que c'est ce qu'on peut être tenté de faire aussi. Ah mais ça y est, je vois où tu veux en venir. Bah, écoute jusqu'au bout et puis tu pourrais être surpris ou surprise. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Et aussi, il y a un autre point important par rapport à ces différentes choses, c'est que le référence d'autrui n'est pas toujours le même pour chacun. Et en PNL, on dit la carte n'est pas le territoire. Voilà, on ne va pas avoir les mêmes ressenti pour une même situation, les mêmes perceptions. Et du coup, voilà, l'idée, ça va être important de comprendre le monde de l'autre. Et puis, si par exemple, pour quelqu'un, c'est super important d'être à l'heure, pour quelqu'un d'autre, ça ne l'est pas forcément. Et du coup, ça va être de rapprocher les besoins et les compréhensions d'une situation de chacun pour comprendre les émotions. Oui, on n'a pas tous les mêmes priorités. On n'a pas tous la même manière de fonctionner dans l'urgence non plus. On n'a pas tous la même manière d'atteindre nos objectifs ou de nous motiver nous-mêmes. Et quelque chose qu'on peut trouver, nous, très motivant, peut être très démotivant pour quelqu'un d'autre et inversement. Et en fait, ce qui me paraît évident à certaines personnes peut être tout à fait contre-intuitif pour d'autres. Moi, je peux me dire, par exemple, quand j'ai besoin de me motiver, c'est ma volonté, donc je décide et puis je fonce. Et puis, si je veux que quelqu'un d'autre fonce dans mon équipe, je vais aller houspiller la personne. Alors, je prends un terme un peu négatif exprès parce que justement, ça peut être perçu négativement par l'autre personne, comme pas motivant en fait par l'autre personne. Alors que pour moi, c'était très motivant. Je viens la soutenir, je viens la voir, je viens vérifier que ça avance, etc. Et l'autre personne a l'impression que c'est... trop de contrôle et pas du tout assez. Je ne fais pas confiance, par exemple, ou autre. Voilà. Ça peut être perçu vraiment très différemment. Et c'est juste une question de référentiel, en fait. C'est-à-dire que mon monde à moi, ton monde à toi, sont pas exactement ordonnés de la même manière, sont pas les mêmes. D'où l'intérêt effectivement d'écouter jusqu'au bout aussi pour faire le lien avec le point précédent. Tout à fait. Là, tu vois, et justement, là, je fais un petit apport, une référence à la ProcessCom, où justement, là, on va voir qu'il y a six mondes, 6 visions du monde différentes, 6 perceptions, et ça va être intéressant de voir que, justement, comme on n'a pas la même monnaie d'échange en fonction de ce qui est le plus important pour nous, avec les autres, on peut avoir pas mal d'incompréhension par rapport à ça. Donc, voilà. Et maintenant, je te propose que tu m'exposes un petit peu l'apport de l'équicoaching justement par rapport à ces émotions. C'est quoi l'équicoaching? Pourquoi le cheval? Tu peux me partager tout ça? Effectivement, c'est une approche de coaching assez spécifique qui est facilitée par les chevaux. Et en fait, on se rend compte, parce que ça fait déjà plusieurs décennies qu'on travaille avec les chevaux, alors parfois dans une optique encore plus thérapeutique. Je pense à
voilà, l'accompagnement de l'autisme ou de certaines blessures émotionnelles très fortes, des traumatismes, etc. Mais on se rend compte aussi que c'est une approche qui fonctionne en développement personnel, même simplement pour s'entraîner chacune d'entre nous, à booster nos capacités relationnelles, en fait, avec l'aide des chevaux. Et concrètement, on le fait par un mécanisme de transposition, c'est-à-dire qu'on a des situations de vie personnelles, professionnelles, dans lesquelles on ne comprend pas forcément l'impact qu'on a sur les autres, ou dans lesquelles on souhaiterait mieux communiquer avec les autres, obtenir peut-être plus de collaboration de leur part, par exemple, et ou s'affirmer avec plus d'assertivité, c'est-à-dire justement se poser sans s'imposer ou sans écraser autrui. Cette transposition-là, on peut la faire avec le cheval. C'est-à-dire qu'on vit une expérience avec le cheval. En plus, c'est un animal qui a vraiment une forte capacité de présence. Enfin, quand vous êtes dans le même espace qu'un cheval, ça passe pas inaperçu. Et généralement, il y a un peu une sorte d'alchimie qui se fait, qui fait que on passe un moment ensemble, voilà, vous et le cheval, ou ça peut être aussi à plusieurs personnes avec les chevaux. Et ça vous permet d'ancrer en fait cette expérience-là vraiment dans le présent et de vous en souvenir de manière encore plus marquante peut-être que d'autres approches auxquelles c'est complémentaire. Et après, quand vous ressortez de cet espace-là, de cette bulle dans laquelle vous avez vécu cette expérience-là, là, vous faites le lien, il y a un écho qui se fait avec les situations de votre vie, que ce soit personnelle, professionnelle, familiale, etc., dans lesquelles vous souhaitez avancer et vous appuyer sur ce que vous avez découvert. En fait. Donc, vous avez découvert des choses sur vous-même que vous allez pouvoir mettre en place grâce à ce que vous avez vécu. Ouais, et justement, j'ai eu la chance de participer avec toi à une séance d'équi-coaching et c'était vraiment incroyable et sympa de voir tout ce qui en ressortait. Donc, on va voir encore un petit peu après derrière ce que tu vas nous apporter, mais ouais, je pourrais faire un petit peu part de l'expérience très, très riche que ça a pu être pour moi. Pouvoir témoigner, avec plaisir. Ouais. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on s'appuie sur le cheval? Ouais. Sachant que déjà la relation animale, pour tous ceux qui ont par exemple un animal de compagnie, ont pu s'en rendre compte. Et c'est vrai que c'est particulièrement fort en fait quand on le fait avec un cheval, parce que justement déjà la taille de l'animal fait que donc c'est assez imposant. Ça dissuade assez vite en fait de passer en force. C'est-à-dire que quelque chose qu'on fait parfois inconsciemment entre nous, c'est oui, d'accord, c'est bien, il faudrait être compréhensif, tout ça, mais là, j'ai pas le temps. Et donc, ça va être comme ça et pas autrement. Et vous pouvez pas faire ça avec un animal de 500 kilos, en fait. Ouais. Et donc, du coup, c'est vraiment un miroir à taille humaine qu'on n'a peut-être pas forcément avec tous les animaux de compagnie. Un miroir à taille humaine, justement, en termes de réaction, en fait, et de comportement. Et puis, comme c'est une proie, on a quand même aussi beaucoup de, je pense, chats, chiens, de prédateurs, en fait, comme animaux de compagnie. Là, on a une proie qui doit sa survie et sa capacité à fuir s'il y a un danger, et donc sa capacité à analyser son environnement. Et alors, c'est quelque chose qu'on fait, nous aussi, inconsciemment, mais qu'on a un peu oublié. Voilà, et qu'on fait naturellement. Mais il est constamment à la recherche, en fait, de menaces et d'opportunités, le cheval. Et c'est cette capacité à scanner notre niveau d'énergie, notre langage non verbal, notre respiration, nos mouvements, etc., nos expressions, qui le rend particulièrement intéressant pour nous, parce que du coup, il réagit en direct par rapport à ce qu'il a capté. Et nous, on l'observe du coup par l'effet miroir que je mentionnais tout à l'heure. Et on peut du coup s'appuyer dessus pour avoir vraiment, je dirais, un peu un terrain d'entraînement aux relations sociales, en fait. Moi, je le vois un peu comme une bulle, un simulateur de vol pour les gens qui... nos pilotes en herbe, peut-être, si vous nous regardez. Parce que c'est ça, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand je réagis comme ça, ou là, je m'aperçois que j'ai pas prêté attention à ma respiration, j'étais pas posée. Du coup, j'ai foncé comme une dingue, et ça s'est ressenti derrière. Voilà. Le cheval va le percevoir plus fort, plus vite que nous, êtres humains aussi. Oui, c'est une sensibilité qui est très intéressante pour travailler.
c'est un animal social aussi, c'est-à-dire que, et sociable aussi d'ailleurs, c'est un animal qui vit en troupeau. Et là-dessus, c'est aussi un axe de travail intéressant parce que donc ils se répartissent en fait les rôles entre eux en fonction des situations, de quel membre du troupeau est le plus à l'aise pour gérer telle chose, la nouveauté, ou la difficulté, ou les prédateurs, etc. Et c'est un bon miroir pour nous sur les dynamiques d'équipe, en fait. Comment est-ce que nous-mêmes, on va interagir, on va se répartir les rôles quand on a une situation, quand la situation est habituelle, quand la situation est inhabituelle. On ne prend pas forcément les mêmes rôles. Et donc, c'est un bon miroir aussi là-dessus, de dynamique de groupe et d'interaction sociale, en fait. Il y a, et puis voilà, il y a une certaine magie un petit peu du cheval parce que c'est un animal qui est domestique, mais qui reste indépendant. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure que vous n'allez pas pouvoir le forcer à faire tout ce que vous voulez. Il faut que vous soyez convaincant sans forcer, quoi. C'était comment pouvoir inviter, comment donner envie. Et justement, vous ne pourriez pas non plus le faire si... donc, on ne peut pas le faire avec peut-être un animal trop conditionné, mais on ne peut pas non plus le faire avec un animal entièrement sauvage parce que vous ne pourriez pas l'approcher à moins de 10, 20, 50 mètres. Là, on reste avec un animal avec qui on peut rester à 1,50 m tout au long de l'exercice, puis venir le caresser à la fin. Enfin, voilà, c'est plus satisfaisant. Je dirais que l'attitude que tu as justement dans ces cas-là, avec l'exercice que tu m'avais fait faire justement, tu vois tout de suite aussi justement l'aspect leadership où et justement avec un cheval, tu peux pas t'imposer en écrasant, là ça va pas être possible, il va pas réagir, alors que là tu vas pouvoir tester justement ta manière de le faire participer avec toi ou pas, justement, selon ce type de leadership que tu as. Et c'est assez intéressant aussi à découvrir. Exactement. Ça s'appuie sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est voilà, se rendre compte de son propre degré de disponibilité, écouter, lire les réactions du cheval, tout ce qu'on disait tout à l'heure en fait et qu'on applique entre humains, on peut le tester déjà avec les chevaux en fait. Et en plus, autre point aussi qui rend l'entraînement, je dirais, réaliste, c'est que ce sont des animaux qui ont chacun leur personnalité. Et toi, tu as pu le vérifier en fait Tout à quand fait, tu l'as j'ai pu testé. vérifier, tout à fait, parce qu'il y avait Zaki, c'est ça, qui n'était pas très coopératif. En tout cas, ça a été plus difficile, alors que LK était très participatif. Voilà, donc c'est vrai que d'un humain à l'autre, on a des différences, mais d'un animal à l'autre, un cheval, là, du coup, en l'occurrence à l'autre, on voit qu'on ne peut pas faire les mêmes choses. Exactement. Et voilà, ça donne une approche réaliste des relations interpersonnelles. On est bien dans du cas par cas, et c'est important de savoir s'adapter à la personne qu'on a à nos côtés, en fait. Exactement. Donc, Et il y a justement, toujours plus de fit ou moins de fit selon l'individu. c'est ça, exactement. Et tu me fais faire un exercice que j'avais trouvé très intéressant sur, quand tu vas en parler peut-être encore un peu après, sur la coopération. Oui. Ouais. Je te laisse. Ça marche. En fait, déjà quelque chose que je retrouve en fil rouge dans tous les exercices moi, que je propose en équi-coaching, c'est véritablement comment maintenir l'équilibre entre l'atteinte des objectifs d'une part et la qualité de la relation d'autre part. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les situations interpersonnelles, en fait, je me rends compte. Ça peut être aussi bien quand vous avez une discussion difficile avec vos proches que quand vous êtes en train de négocier quelque chose d'important pour vous. Ça peut être une négociation de salaire, etc. Ça peut être quand vous êtes en plein rush, aussi bien dans des événements familiaux que en performance en entreprise. Et c'est voilà, comment est-ce que j'ai ce juste équilibre entre il faut obtenir les résultats, il faut arriver au bout de ce qu'on s'était dit, etc. Et en même temps, on ne peut pas le faire non plus à n'importe quel prix, c'est-à-dire qu'on le fait ensemble. J'y arriverais pas si j'étais toute seule. Et donc, comment maintenir une relation de qualité et que j'inscris finalement dans le long terme et respectueuse et de confiance avec les personnes qui m'entourent. Et ça se travaille en équi-coaching en fait. Ouais, ça se travaille. Du coup, c'est justement ce qui va permettre de développer aussi les capacités de management. Ah oui, complètement.
Complètement. Et bah, l'exercice justement qui t'a marqué sur la coopération Ouais. en fait pleinement partie en fait. C'est-à-dire que ça développe et ça fait prendre conscience de la capacité de leadership qu'on a tous. Après, on s'appuie plus ou moins dessus, on l'assume plus ou moins et on a des styles de leadership qui sont différents, mais on en a tous. Et cette coopération sur une base vraiment de respect et de confiance, sans pour autant lâcher les objectifs qu'on s'est fixés, c'est quelque chose qui est très illustré par cet exercice en fait. Donc c'est un exercice qu'on avait fait effectivement avec Catel qui procède en 4 étapes. La première, c'est donc pour pouvoir obtenir la coopération, en l'occurrence du cheval, mais aussi du coup donc de n'importe qui sur un objectif que vous avez fixé. C'est de pouvoir d'abord capter l'attention. Ça paraît tout simple de capter l'attention d'autrui, mais en fait, parfois on a tendance à se dire c'est évident et on oublie qu'il y a tout un contexte dans lequel on s'inscrit. Enfin, vous pouvez solliciter quelqu'un en entreprise sur un projet, sauf qu'en fait, la personne, son manager lui a déjà confié d'autres projets qui sont très importants, etc. Enfin, donc, c'est déjà faire la démarche de voilà, est-ce que tu as quelques minutes? Est-ce que c'est le bon moment? C'est le truc tout bête, mais s'assurer que la personne est disponible pour le faire, tout simplement. Pareil, évident, comme tu dis, mais tellement rarement fait. Voilà. Et ça peut être... Ça peut être aussi, par exemple, quand on est avec ses enfants ou quand on travaille avec des enfants parce qu'on est dans un métier d'accompagnement d'enfants, eh bien, on se rend compte aussi que voilà, il y a une capacité d'attention. Alors, on fait très attention en général quand c'est des enfants parce qu'on sait que la capacité d'attention est limitée parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprendre à ces âges-là. Mais c'est toujours vrai à l'âge adulte, en fait. On a une capacité d'attention qui est limitée. On parlait de la disponibilité tout à l'heure, qui peut être temporelle, émotionnelle, mentale, enfin... et donc, capter l'attention, c'est déjà ce premier pas. Et c'est aussi avoir une juste... alors, nous, on l'illustre beaucoup, effectivement, par une juste distance, en fait, dans le cadre de l'exercice. Mais ce qu'on pourrait appeler, effectivement, par une juste capacité de présence. Pas être trop... Si on est trop présent, finalement, la personne va surtout être focalisée sur le fait que c'est désagréable. Ah, mais un tel vient me houspiller, rentre dans mon espace, c'est pas bon. Mais pas assez présent, ça ne va pas être bon non plus, parce qu'effectivement, la personne va zapper, elle aura d'autres priorités qui vont la happer. Donc, c'est un juste équilibre à trouver déjà sur cette première étape. Deuxième étape, c'est la conviction. Une fois qu'on a la disponibilité et l'attention, montrer sa conviction sur, voilà, je souhaite qu'on aille ensemble vers tel objectif. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir vraiment garder à l'esprit qu'on on peut pas attendre d'autrui qui soit, pour ainsi dire, plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que si je peux pas attendre des autres qui soient plus convaincus que moi-même sur l'objectif que je leur propose. Et ça aussi, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que je veux vite confier le truc à quelqu'un et puis surtout tu t'en occupes et puis quelque part, je désinvestis parce que justement, je considère que ça y est, j'ai délégué le truc et je vais pouvoir m'occuper d'autres priorités. Mais ça ne marche pas comme ça, ou en tout cas, c'est rarement aussi simple. Et c'est important de pouvoir réinsister tout en restant poli, c'est-à-dire que voilà, on fait une demande initiale, et puis si on voit que la personne ne réagit pas, c'est important de venir aussi redemander, quitte du coup à questionner, peut-être qu'il y a quelque chose qui te pose problème, peut-être qu'il y a un obstacle, quelque chose à lever ensemble, peut-être que c'était pas clair aussi, que ma demande, c'est important de la reformuler, mais en tout cas de revenir poliment, mais quand même avec comment dire, justement avec assertivité, pour exprimer sa demande. Écoute, voilà, ce point-là, je t'en ai parlé, mais sache que c'est vraiment important pour moi. Et j'aimerais qu'on prenne le temps de le faire ensemble, ou que tu prennes le temps de le faire si tu te sens à l'aise pour le faire tout seul. Voilà, c'est important d'avoir cette conviction déjà en soi pour pouvoir la transmettre à autrui. Encore une fois, on ne peut donner que ce qu'on a, je pense, quelque part en la matière. Et je l'ai bien vu quand on a fait l'exercice. Il y a des moments où je pouvais manquer de conviction dans ce que je voulais que le cheval fasse. Et ça ne marchait pas. C'est décuplé avec le cheval. Ouais, c'est assez impressionnant. Et c'est là qu'on se rend compte aussi, parfois pendant l'exercice, parfois a posteriori, de toutes les émotions qu'on peut avoir. C'est-à-dire que parfois, on se rend compte qu'on est... on a l'objectif en tête, mais en fait, on a plus peur de ne pas atteindre l'objectif que envie d'atteindre l'objectif. Et ces choses-là, en fait, le cheval les ressent. Subtilité, ouais.
Donc voilà, c'est encore une fois cette attention aux émotions qu'on ressent, qui sont des indicateurs en fait. Et une troisième étape, du coup, c'est de savoir faire confiance, de laisser la place à autrui pour coopérer. Parce que c'est bien d'avoir un objectif clairement défini, mais encore faut-il avoir les moyens d'atteindre cet objectif. Donc voilà, laisser mettre les moyens en place, favoriser quelque part l'atteinte de l'objectif. Et pour en revenir au fait que nous avons des référentiels différents, accepter aussi que peut-être autrui fasse différemment de ce qu'on aurait fait à sa place, tant que tant que les consignes de l'exercice sont respectées, c'est-à-dire que tant que ce qu'on attend est effectivement atteint et dans les délais qu'on a effectivement prévus, voilà, et que c'est pas en train de partir sur complètement autre chose, peut-être que ça reste OK si c'est pas fait exactement de la manière qu'on aurait fait soi-même. Ça fait partie aussi du fait d'accepter que autrui travaille avec nous et en y mettant ses propres forces et son propre référentiel. Tout à fait, parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, vont avoir besoin d'être plus accompagnées et d'autres qui, au contraire, ont envie qu'une fois qu'on leur a donné l'objectif, on les laisse tranquilles, on les laisse faire complètement comme ils veulent. Donc, ça va être important de le prendre en compte, de s'adapter à chaque personne. Oui, exactement. Et dernière étape, mais tout aussi importante que les autres, c'est savoir justement remercier et célébrer une fois qu'on a atteint l'objectif. On peut avoir tendance à se dire, bon, voilà, objectif atteint, je passe au suivant. Mais avoir ce temps quand même, qui n'est pas forcément très long, mais qui doit quand même être présent. Une phrase peut suffire, mais au moins, voilà. Exactement. Une phrase peut suffire, mais savoir dire merci et reconnaître, c'est quelque chose auquel on est tous particulièrement sensibles. Et en fait, la reconnaissance est le ciment de toute relation durable. Donc, c'est particulièrement important pour aussi les futurs projets, les futurs objectifs ensemble, de marquer cette reconnaissance. En fait. Tout à fait. Du coup, justement, je vais en profiter pour te remercier, Mathilde, pour ce moment passé ensemble, très instructif. Je te remercie. Je remercie aussi ceux qui nous écoutent et qui regardent la vidéo. Toutes les informations seront en bas de la vidéo. Est-ce que tu veux donner un dernier mot, Mathilde ? Oui, avec plaisir. C'était vraiment très chouette d'échanger ensemble et merci beaucoup pour ton invitation. Merci également à toutes les personnes qui nous regardent ou nous regarderont. C'était vraiment je trouve aussi très instructif de pouvoir mêler finalement différentes approches et les connaissances que tu as, ton expérience des émotions et de la communication, puisque tu nous citais tout à l'heure justement le Process Communication Model, que je trouve justement très illustratif aussi en la matière. Et de pouvoir y mêler mon approche d'Equi-Coaching, je pense que ce sont des approches complémentaires et j'espère que ça aura pu vous éclairer aussi sur la gestion des émotions et comment les comprendre, mieux les vivre, mieux vivre aussi ce que vous percevez dans votre entourage au quotidien. C'est ça. Je te remercie beaucoup, Mathilde, et puis à bientôt. Merci, Catel. Oui, à bientôt.